free jazz modal, comme je l'appelle, c'est-à-dire les premières manifestations du free jazz avec John Coltrane, c'est apparu en gros au début des années 60 jusqu'en 1970. Alors c'est un mouvement qui a été initié notamment par le quatuor classique, classique dans le sens du quatuor avec lequel Coltrane a souvent joué, Jimmy Garrison à la basse, Elvin Jones, l'excellent batteur, et puis l'excellent pianiste McCoy Tyner. On renoue avec le free jazz modal, avec les improvisations à deux ou à trois, comme anciennement dans le New Orleans. Mais ici, c'est pas dans un but festif, c'est dans un but plutôt de révolte intérieure, d'une recherche d'un cri profond. C'est-à-dire qu'on recherche à exprimer des tensions vives par des couleurs assez violentes. On recherche aussi à exprimer par des sons rugueux, par des sons plus sales, notamment au saxophone. On cherche vraiment à exprimer ce qui vient du plus profond de nous-mêmes. Les improvisateurs de cette époque triturent la grille d'accords, mais pour y revenir, un des précurseurs de ce mouvement-là, c'est bien sûr Mingus, dont on a parlé dans une autre capsule, qui lui est peut-être plus rattaché au hard bop, mais il reste que des musiciens comme Coltrane ont aussi joué dans des groupes hard bop. Donc leur esthétique a certains points communs, mais en même temps beaucoup de divergences. Chez Coltrane, il va y avoir une systématisation notamment de développement très très long, avec la juxtaposition de modes vraiment différents du mode blues. Bien que chez Coltrane, il y a cette couleur blues qui est constante, mais il va y ajouter notamment des modes de l'Inde. Donc, il va s'intéresser à d'autres traditions pour pouvoir élargir sa palette modale. Il y a aussi dans cette décade les premiers essais de polymodalité et de polyrythmie en jazz. Tout ça a déjà existé en musique contemporaine classique, notamment la musique polytonale chez Milo. Mais chez Coltrane, il va y avoir justement cette exploration dans le cadre de l'improvisation de deux, parfois même, généralement deux modes, là, peut-être parfois trois, là, mais deux modes qui peuvent parfois se ressembler, mais ça crée des tensions parce que ce n'est pas exactement le même choix de notes. On peut jouer par exemple... Donc ça va créer quand même une certaine étrangeté. Et la polyrythmie est assurée chez Coltrane par le magnifique jeu à la batterie d'Elvin Jones, qui avait une indépendance à la fois des deux mains, des deux pieds. Et il réussit à tenir deux grooves en même temps, parfois même trois. Il y a une prise de liberté, une prise de parole qui donne lieu à un déluge de notes. On en a long sur le cœur, on en a beaucoup à dire. C'est à la fois l'expression, je dirais, d'une libération personnelle, mais d'une libération collective. Il ne faut pas oublier que les années 60, c'est les années des premières manifestations monstres de la communauté noire. Donc, c'est vraiment une coïncidence qui n'en est pas une. On s'éloigne aussi de la forme chanson ABA, couplet, refrain, couplet. On va vers des structures plus complexes, des développements beaucoup plus ambitieux. Ceci dit, contrairement au free jazz, on ne va pas dans toutes les directions, on ne prend pas toutes les libertés. Même si parfois on s'écarte beaucoup de la grille d'accords, il va quand même avoir des repères ici et là. Les batteurs, évidemment, sont très énergiques, comme dans le hard bop, mais ici, les batteurs prennent une valeur quasiment de mélodiste. Et c'est la même chose pour le contrebassiste. Bref, c'est comme si on entendait un quatuor à cordes où les quatre musiciens ont leur partie. Chaque partie est libre de l'autre et en même temps on y trouve une cohésion. Le free jazz a vu apparaître plusieurs grands saxophonistes pendant cette période. Évidemment, le premier et non le moindre, John Coltrane.
John Coltrane est né en 1926. Il est décédé en 1967. Il a vécu son enfance en Caroline. Il a joué avec Miles Davis, Thelonious Monk, McCoy Tyner, Elvin Jones, Eric Dolphy. Son jeu est caractérisé par de longs développements avec des déluges de notes et puis l'utilisation de divers modes, dont des modes qui ne sont pas usuels dans la musique occidentale, bien qu'il joue aussi des modes plus usuels, le mode blues et les modes habituels aussi en Occident. Cette musique de Coltrane se rallie au mouvement free jazz, du moins en tant que pionnier du free jazz, puisqu'on y entend un cri. C'est un cri plus intériorisé. Ça reste que c'est un cri qui a eu beaucoup de portée, qui a eu beaucoup d'influence. Même si Coltrane ne fait pas que parler aux jeunes, on a l'impression qu'il parle aussi des souffrances de sa propre communauté. Il reste qu'il y a des accents quasi mystiques et incantatoires dans sa musique, ce qui l'éloigne un peu d'une musique plus revendicatrice. Coltrane a aussi démontré de l'intérêt pour les sources de la musique africaine ainsi que la musique indienne. Il avait aussi une grande connaissance des compositeurs contemporains comme Bartók par exemple. Et dans l'album Giant Steps, il va même emprunter un de ses procédés, c'est-à-dire plutôt que de prendre le cycle des quintes, il va bâtir son discours harmonique sur un cycle de tierces majeures. En Do. Puis là, ensuite, il va aller en Mi. Donc, par rapport à tantôt, on est en Do, on est en Mi. Puis ensuite, il va aller en La bémol. Donc, il va faire. Mais les pôles vont être Do, Mi, Sol dièse. Donc, c'est pas tout à fait bâti sur un cycle de quinte, mais de triade augmentée, de tierces augmentées. Il va aussi utiliser des cycles sur les secondes majeures, comme Debussy par exemple, ou même mineur, donc là, ça devient carrément chromatique. Là, c'est la basse là, qui joue là-dessus et non pas la main mélodique. Donc, il va bâtir sur ces trois pivots-là, de manière à renouveler un peu le langage harmonique des standards de jazz. L'autre musicien avec lequel on enregistra le plus Eric Dolphy est John Coltrane, un des créateurs essentiels dans l'histoire de l'espèce humaine. J'ai sur un mur du 2 pièces asilaire et cellulaire dans la HLM en béton où j'habite une photo de Coltrane et Dolphy qui me vise au cœur, comme celle prise par Guy Bormans de Hubert Aquin et Gilles Gourou. Tels sont mes centres nerveux. Tout ce que je fais a désormais toujours pour titre générique Blues clair. La liberté se trouve dans le cœur de celui qui n'a cessé de la vouloir, de la rêver, l'a obtenue contre le crime. De mon anarchie apatride, j'ajoute parole sur liberté. Le jeu d'ensemble du quatuor est très fluide, on dirait quasiment un quatuor à cordes, donc capable parfois d'intériorité, de subtilité comme de la musique de chambre, capable aussi de grands moments d'intensité. En plus d'être fluide, c'est aussi très intense. Chaque voix est imbriquée l'une à l'autre. On sent qu'il y a beaucoup d'écoute. C'est d'autant plus extraordinaire qu'il défrichait des terrains nouveaux. Coltrane jouait du sax ténor, mais aussi du sax soprano. Et il aimait bien utiliser des anches assez dures à jouer. Ces anches-là produisent plus d'harmoniques et ça rapproche le son du sax à un hautbois, par exemple. Ce que je pourrais vous conseiller d'écouter, c'est quasiment l'ensemble de son œuvre, mais notamment Love Supreme,
Live in Seattle, Live at the Village Vanguard, Giant Steps, My Favorite Things, qui est une de ses pièces fétiches, et enfin plusieurs autres pièces. L'autre extrait que je vous conseille, c'est A Love Supreme. On est quand même chanceux de pouvoir avoir accès à ce document vidéo. Je pense que c'est le seul document vidéo, enfin c'est ce qu'ils prétendent, qui relate la réalisation de A Love Supreme, un excellent album de Coltrane. Le début est plutôt dépouillé comme un psaume. Puis on va entendre dès le départ une modulation vers un ton très éloigné, le plus éloigné qui soit, c'est-à-dire le triton. Comme si on partait de ce mode. Alors on change vraiment beaucoup les notes là, dans ce cas-ci. Encore une fois, le jeu du batteur est très fluide. Il va y avoir un solo en fa pentatonique mineur. Ce qui ressemble quand même à la gamme blues. Dans cet extrait-là, vous allez entendre 4 musiciens dans un dialogue très individualisé, mais en même temps soudés ensemble. Le solo de McCoy Tyner est d'abord en accord, mais ensuite il va y avoir une interaction entre des accords modales à la main gauche et puis son improvisation à la main droite. La main gauche fait quand même, malgré le fait que ça tient davantage à un discours harmonique, il y a quand même quasiment une incantation mélodique et ça tient quasiment du contrepoint. Les accords chez McCoy Tyner sont souvent étagés, donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher un power chord. Donc, c'est encore plus grave, mais on va chercher vraiment des sons pleins et puis ensuite on va aller ajouter des accords soit en quarte, soit bâtis sur des quintes, même des accords très étendus. Ici, tout est en quinte. On peut retrouver ça chez Ravel aussi. Comme Coltrane, McCoy Tyner recherche l'intensité. Je dirais que c'est plus mystique que sensuel, cette intensité. Puis à la toute fin, vous allez entendre le glissando au sax qui est très expressif. Puis la dernière pièce que je vous conseille, c'est My Favorite Things, jouée en 1965. Au sax soprano ici. C'est un standard qui se prête bien au jeu modal de par le fait que l'harmonie est assez dépouillée. Le jeu de McCoy Tyner sur ce standard est assez semblable à celui qu'on entend sur Love Supreme. La progression d'accords est quand même assez peu orthodoxe pour un standard. Il y a un motif simplifié de la grille avec 1 bémol 2, 1. Donc il peut aller jouer vraiment... Le son de Coltrane est très énergique. C'est un musicien qui était très impliqué dans ce qu'il faisait. Et c'est un son qui est plein avec de longues phrases qui pourrait ressembler peut-être à certaines expérimentations de Messiaen quand il s'intéressait notamment au chant des oiseaux. Et puis il y a des petits motifs qui sont réitérés en variation. Contrairement au jeu free où on va un peu dans toutes les directions, il n'y a pas nécessairement de repères comme on entend ici.
L'autre extrait, c'est avec Eric Dolphy et Charles Mingus. Mingus, on l'a vu dans une autre capsule sur le hard bop, c'est un musicien très important et un peu inclassable. J'en parle ici dans la capsule du free jazz modal parce que ça convient assez bien à l'univers de Mingus. Donc ce n'est pas encore tout à fait le free intégral, mais c'est déjà une espèce de prémisse à ce qui allait devenir le free. Surtout dans l'extrait que je vous présente ici. C'est assez étrange d'ailleurs, la battue de Mingus dès le départ n'annonce pas un 6-8. C'est comme s'il y avait un rythme sous-entendu, comme une sorte de polyrythmie. Le sax ténor joue ici en si, mais sans faire la tierce, comme s'il voulait laisser libre cours à un discours modal au flûtiste Eric Dolphy. Vous allez entendre aussi une pulsion assez déjantée de musique de cirque. Et ça, c'est assez typique de Mingus, c'est-à-dire de créer des ruptures en associant différents styles, souvent de l'histoire du jazz, mais pas uniquement de l'histoire du jazz. Et ça, je pense que ça vient chez lui créer des tensions. Il y a la tension notamment entre des solos plus libres qui s'apparentent au free, et puis une structure plus rigoureuse. On sait que monter des pièces de Mingus n'est pas une mince tâche, là. C'est des structures très complexes, c'est pas uniquement du ABA, c'est-à-dire couplet, refrain, couplet. Il y a plusieurs sections, 4-5 sections avec des thèmes pour chaque section, des accompagnements souvent différents. Et puis le fil conducteur est ailleurs, le fil conducteur est vraiment dans la rupture. Un peu plus tard dans cet extrait, vous allez entendre des passages nettement plus free, surtout à l'entrée d'Eric Dolphy à la clarinette basse. Et le pianiste va aussi jouer des accords plus dissonants. Pour illustrer ce que je vous disais tantôt, l'accompagnement va parfois être hard bop, parfois ballade, parfois free. Ça déteint aussi sur le solo de Clifford Jordan au sax ténor. C'est à cheval entre le hard bop et le free. Parfois, les improvisations collectives mènent à des riffs, mènent à des motifs qui sont réitérés. Vers la fin, Mingus va jouer avec sa main et aussi avec l'archet. Il va faire des frottements sur les cordes de sa contrebasse qui vont chercher plus des sonorités, quasiment des bruits. Ça fait un effet assez intéressant. Comme pour venir contredire tout ça, il va avoir un passage quasiment impressionniste avec contrebasse, flûte et piano. Par la suite, Mingus va revenir à un jeu plus bruitiste. Il va même lancer un objet dans les cordes du piano, comme pour intégrer un peu d'aléatoire. Dans l'extrait que je vous propose, Naïma, qui a été joué en 1965, vous allez entendre que l'harmonie appelle un jeu modal. Donc, il va aller chercher des harmonies en quarte, surtout notre ami McCoy Tyner. Donc, il va aller chercher, il va même aller taper plus bas, là. Alors ça va permettre aux saxophonistes là, de pouvoir exploiter différents modes. Les accords ne sont pas nécessairement bâtis sur des tierces, mais bel et bien sur des cartes. Que vraiment, le tierce, ce serait comme ceci. Hein. C'est vraiment les sonorités typiques des accords de McCoy Tyner. Vous allez entendre aussi une pédale à la basse. Et cette pédale-là permet ce côté un peu obsessionnel, un peu incantatoire. Mi bémol mineur 7. Ici, il va chercher un La majeur, ce qui est assez dissonant, et on vient à quelque chose de plus reposant. Le solo, malgré le fait que c'est une ballade, est parfois très expressionniste. C'est vraiment la musique d'un écorché vif. L'accompagnement est de plus en plus obsédant, de plus en plus intense, ce qui est quand même assez typique des pièces du quatuor de Coltrane. Et puis si on regarde la grille harmonique, il y a beaucoup d'accords ambigus, des accords suspendus. Plutôt que franchement tendu, on va vers un peu un entre-deux mondes. Ici, c'est un peu spécial. Et là, c'est tendu. Et on revient vers une détente.